est possible de dire, puisque tu parles de masculinité saine, qu'il y a un problème social aujourd'hui de masculinité toxique. Ah oui. Je ne dis Non, pas ça, que je suis tous d'accord. les hommes sont évidemment, je ne dis pas que la masculinité est Mm. toxique, je dis il y a un problème de masculinité toxique, Tout à fait. et c'est peut-être le nœud du problème. Complètement. C'est peut-être le nœud du Je te problème, rejoins totalement. et donc il faut juste pointer ce problème-là, je veux dire mettre des mots sur ce problème-là, essayer de l'objectiver de la manière la plus précise possible, s'appuyer sur tous les hommes qui en ont conscience, parce que souvent les victimes hommes, et j'en connais une, il y a quand même cette tendance à presque basculer du côté de cette masculinité toxique, comme échappatoire ou Attends, bouée les de sauvetage. femmes aussi. Hein. Peut-être, mais tu vois, alors là, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, même ça, là je suis un peu provocateur. Hein. Vas-y, c'est pas grave. Le réflexe de toujours dire les femmes aussi, est-ce que ça ne contribue pas au brouillard dont tu parles mais oui. dont tu parles Ouais. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai l'impression qu'à trop catégoriser, on ne rend pas non plus aussi service. C'est pour ça le côté les femmes aussi. Tu as raison, il ne faut pas semer la confusion. Parce que ce qui est vraiment dérouler le tapis rouge aux auteurs, c'est de semer la confusion, d'être nous-mêmes, nous les détenteurs de l'accompagnement, de dénoncer les violences, etc. Semer en plus la confusion, c'est pas une bonne chose. On pourra en reparler sur tous les concepts qui naissent. Mais là, quand moi je dis les femmes aussi, si tu veux, là où on s'est rendu compte d'une certaine chose, c'est que on aurait pu, et on a eu tendance à positionner la femme victime comme une victime. Voilà. La femme, elle est victime, et donc elle ne peut être que noble, quelque part. Mais en fait, la femme victime, il y a des femmes victimes nobles, et c'est la majorité des cas qu'on a à l'association. Bah oui. Mais il y a aussi des femmes victimes qui virent et qui deviennent des agresseurs. Il y a vraiment des femmes victimes qui se montrent mauvaises mères, qui se montrent des mères foncièrement pathologiques. Donc ça, nous, on se l'est pris, hein, parce qu'au départ, on n'était pas parti pour ce type de réflexion. C'est à force d'accompagnement qu'on s'est rendu compte que quand même, la victime, elle n'était pas pure et douce et blanche. C'était beaucoup plus nuancé, et qu'on pouvait avoir des glissements fracassants et extrêmement toxiques pour les enfants. Même avec un accompagnement, c'est ça le problème, hein, c'est que même avec un accompagnement et en étant conscient, à un moment donné, quand la victime, elle nous envoie paître en nous disant non, c'est moi qui décide. Oui, non, mais ça, je l'ai vu. Mais j'ai vu sur son dossier vraiment qui correspond à ce que tu décris, qui était spectaculaire. Non, mais voilà, je te dis du point de vue statistique. Oui, du point de vue statistique, sur les statistiques. Sans dossier pris comme ça au hasard, il y en a un qui correspond mais effectivement parfaitement à ce que tu décris. C'est effrayant. C'est effrayant. Et là, clairement, il y a un problème de déconnexion du réel. Enfin, il y a une forme de folie. Exactement. Clairement, une personne qui a vrillé, quoi. Qui a brillé. Mais ça peut vriller très loin aussi. C'est un oui, peu mais la plupart sont le modèle de la victime qui est toujours en réflexion, en interrogation, souvent qui a du mal à se faire entendre. Qui est beaucoup dans... En fait, et puis qui peut avoir des défauts, mais les victimes en ont conscience qu'elles ne sont pas parfaites et qu'elles sont atteintes. C'est là que c'est intéressant. Ce sont les victimes qui se posent des questions, qui savent qu'elles ne sont pas parfaites et qui sont dans le doute, dans la culpabilité, dans la honte. Et c'est quand elles dévident ça que là, elles peuvent devenir effectivement agressives. C'est quand elles s'approprient aussi le terme de victime et que en fait, ça en devient une identité, être victime. Mais être victime de tout et de n'importe quoi. Et là, on devient effectivement agresseur aussi. Pas forcément. On peut devenir victime pathologique sans agresser, forcément. Les victimes pathologiques ne sont pas super sympas. Hein. Ah non, je n'ai pas dit qu'elles étaient sympas. Mais je te dis que... quand tu retrouves une victime devant ta porte qui t'insulte parce que tu n'as soi-disant pas fait ce qu'il fallait... Oui, non, bien sûr. Là, on est dans une forme de... Tu vois, ça peut aller très loin. Bien donc, sûr. Il peut y avoir... Non, mais c'est un fil. De toute façon, vous êtes sur un fil et c'est normal parce que c'est des telles souffrances qui en équivrient. C'est juste
compréhensible. Ah, complètement. Ça veut dire- Mais en même temps, la majorité, enfin, je veux dire, oui, sur 100 dossiers, tu en as un. Bon, moi, j'en ai Non, plus un sur vraiment pas tout. 24 Oui, ans. voilà. Un Mais qui correspond exactement à ce quand que tu même, viens la de décrire. majorité de nos dossiers sont quand même des victimes qui se réparent, qui se Ah oui, bien sûr. reconstruisent, qui vraiment évoluent positivement et qui évolueraient encore plus positivement si Les la institutions, justice et ouais, les institutions étaient à la hauteur. faisaient Bien sûr. ce qu'il faut. Bien sûr. Et c'est pas le cas. Ouais, ouais. Et là, on peut aborder la manière dont effectivement le système dans lequel on évolue à l'heure actuelle survictimise les victimes. La société, elle en devient pervers narcissique. Enfin, les institutions en deviennent. Ils participent au noyau pervers dont parlera Camus. Oui. Nous, on dit que l'auteur, il sait diffuser son brouillard toxique pour atteindre toutes les institutions autour de la victime et que du coup, il n'a plus besoin de faire grand-chose. Ce sont les institutions qui agissent. C'est ça. C'est-à-dire que tout se passe comme si les auteurs, ils avaient une forme d'intelligence sociologique qui leur permet de comprendre que si ils arrivent à introduire un grain de sable, toute la mécanique Exactement. Et donc, ils ont cette capacité par moment à... Bam, là, Et à partir du moment où il y a un maillon, c'est le juge Durand qui écrit ça. Il dit je crois, une chaîne vaut parce que vaut le plus faible de ses maillons. Et donc, si effectivement il y a un maillon faible, tout dysfonctionne. Et tout s'inverse. Ouais, et tout s'inverse. L'effet miroir et renversement. Renversement de situation avec ce que dénonce le Libé là, que tu m'as envoyé sur des mères qui sont obligées d'être en fuite pour protéger leurs enfants. Et ce qu'on disait à l'association, c'est que nous, j'ai eu le cas une fois d'une mère qui a envisagé de fuir et qui ne l'a pas fait. Mais on n'a jamais eu ça parce que la majorité des victimes que nous accompagnons, elles ont un tel sens de la justice, elles ont un tel respect pour la loi qu'elles sont convaincues qu'à un moment donné, elles seront entendues et que donc, elles ne vont pas se mettre hors la loi. En fait, elles ont une peur terrible d'être hors la loi, mais terrible. Donc, partir, se mettre en danger, je me rappelle d'une mère... qui avait demandé c'était même pas à l'étranger, elle devait partir simplement, je crois, en Provence, dans le sud. Le mari était dans le nord. Et le juge, comme elle mettait en péril la garde alternée en partant, lui a dit qu'elle devait choisir, je sais plus comment c'était tourné, mais bref, qu'elle devait choisir entre la garde de son enfant et partir. Et résultat, elle n'est pas partie, elle est restée maintenir la garde alternée pour garder son enfant. Mais en règle générale, c'est vrai qu'on dit aux femmes partez, et partez, fuyez, allez plus loin. Sauf qu'il y en a peu qui osent faire la cavale. Je pensais à cet article en me disant mais les mères qui sont en cavale, il faut qu'elles aient les moyens d'être en cavale. Nous, quand on a des mères précaires, elles ne vont pas être en cavale, c'est juste pas possible. Donc, mais même celles qui ont les moyens, je pense à certaines, elles ne partiront pas. Par contre, c'est vrai qu'elles sont à cran sur quels sont mes moyens pour ne pas perdre la garde de mes enfants. Pour protéger. Du coup, je dénonce pas les violences. Du coup, je fais rien. Du coup, je dis rien. Non, il y a un vrai problème par rapport effectivement à certains pères séparés qui utilisent les enfants comme un levier pour détruire. Comme ils ont plus prise, il n'y a plus de vie en commun, elle est plus sous leur coupe, ils ont le lien de l'autorité parentale et l'objectif de détruire socialement, psychiquement, l'ex en centrant sur ses qualités de mère. S'ils arrivent à détruire, en plus à être validés par les institutions, ce qui est jouissif. Ah bah complètement. C'est génial, un expert psy qui va dans ton sens, tu te dis... Bon. Et là, effectivement, il y a un mécanisme qui est très, pareil, sociologique, parce que la plupart des dossiers, c'est ça. C'est des femmes qui se retrouvent prises dans des processus comme ça. C'est quand même étonnant que, à partir de... On revient au début, vous pourriez finalement traiter de problèmes d'héritage, tu vois, des conflits frères et sœurs pour une succession, etc. Non, vous vous êtes concentré de fait sur ce type de mécanisme-là. Donc le sociologue, il n'est pas très malin, il se dit s'il y a ça, si c'est 98% de vos dossiers, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un processus social derrière et il faut essayer de l'objectiver.
Donc ça, c'est, je pense, important d'avoir ça en tête. Ouais.